Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode a été enregistré en direct dans le cadre des conférences organisées au salon professionnel Who's Next, qui se tenait du 21 au 24 janvier 2022. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc pour cet enregistrement en live d'un épisode, donc je suis Chloé Cohen, la fondatrice de Nouveau Modèle, un podcast sur la mode responsable et engagée. Et donc je suis ravie de recevoir Daphné Grembengia. Pardon, je suis désolée si j'écorche son nom de famille. Tu es la cofondatrice de la marque Risap Paris. Et on va parler aujourd'hui de créativité et durabilité et de trouver cet équilibre entre ces deux notions. On va commencer peut-être par le processus créatif de Risap. Comment ça fonctionne ? Par quoi vous commencez ? Est-ce que vous commencez par dessiner le vêtement, puis par trouver des matières, ou bien l'inverse, par trouver des matières et ensuite par dessiner le vêtement ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Oui, alors bonjour Chloé, merci de m'accueillir aujourd'hui. Et oui, et bravo pour le nom, c'est Grembengia, donc t'es bien débrouillé, c'est pas facile. Et donc oui, Risap, donc on est une marque d'upcycling. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des vêtements de seconde main qu'on va transformer selon notre direction artistique. Comment ça se passe chez Risap ? Donc on est deux déjà, on est deux fondatrices, Mona et moi-même, et Mona qui est la direction artistique donc de la marque. Et généralement en fait, ce qui se passe c'est que nous, en fait ça va aller dans les deux sens. Des fois on va être inspiré par la matière, des fois on va d'abord dessiner, des fois on va faire toutes ces choses-là. Et en fait on travaille avec toute notre équipe sur le sujet. Donc on récupère des vêtements de seconde main, donc on a vraiment énormément de vêtements et de pièces au quotidien qui passent par l'atelier. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment on va pouvoir revaloriser tout ça, tout ce qui était censé être jeté. Et c'est comme ça qu'on commence vraiment pour créer nos pièces. Ok, donc ça vient un petit peu des deux finalement, c'est votre équilibre à vous, que ça soit la matière, le vêtement, ensuite vous combinez tout ça. C'est ça. Une créatrice, donc Valentine Gauthier, me disait qu'elle, pour être la plus durable possible, elle ne regardait pas toutes les matières qu'il y avait à sa disposition pour éviter d'être tentée par des matières qu'elle ne considérerait pas comme suffisamment écologiques, comme suffisamment responsables. Et donc, elle se mettait cette contrainte-là de ne pas être tentée par n'importe quoi. Je voulais savoir si tu étais d'accord avec cette démarche-là de se mettre un petit peu de contrainte pour éviter d'être tenté par des choses qui ne seraient pas du tout considérées comme responsables. Ouais, j'entends complètement cette contrainte-là. Nous, la contrainte, entre guillemets contrainte chez Risap, parce qu'en fait, ça fait partie de notre ADN, c'est vraiment de travailler uniquement avec des pièces qui ont déjà vécu ou des pièces qui doivent être valorisées. Ça va être ça notre principale contrainte et on va vraiment chercher à revaloriser tout ce qui existe, tout ce qui est présent. Si par exemple notre principal canal d'approvisionnement, c'est on va en centre de tri, c'est on va acheter des balles en centre de tri. Mais il arrive parfois que des personnes ne savent pas quoi faire de leurs vêtements. Nous, on leur dit vous pouvez nous les ramener. Et peu importe la qualité, l'idée c'est de pas jeter ces matières-là parce qu'on sait très bien ce qui se passe avec ces matières-là. Elles ne sont pas toujours revalorisées. Elles se terminent dans les océans. Enfin, récemment, on a pu voir le reportage qu'avait fait Hugo Clément, si je me trompe pas. On voit vraiment que la filière entre guillemets de recyclage, elle n'est pas si bien, entre guillemets. Il y a vraiment beaucoup de soucis sur ces pièces-là. Et nous, l'idée, c'est vraiment, si on peut revaloriser tout ce qu'on nous apporte, on va tout revaloriser. Ok. Même des matières qui ne seraient pas considérées comme étant éco-responsables, je sais pas, des cotons non labellisés, du polyester ou ce genre de matières qui cochent pas toutes les cases de l'éco-responsabilité comme on peut l'entendre. Ça, vous considérez quand même que c'est un processus de mode durable. Même ces matières-là, nous, ce qu'on va faire vraiment, l'idée, c'est de leur allonger leur durée de vie.
un maximum possible. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes ces matières-là, on va les transformer, on va les remettre dans un nouveau cycle de vie. Et c'est pour nous, c'est ça qui va être notre objectif numéro 1. Et vous arrivez à tout revaloriser ? On arrive à tout le revaloriser, tout à 100%, c'est très ambitieux, mais on arrive à revaloriser vraiment énormément de choses. C'est-à-dire qu'on va déconstruire, reconstruire, et ce qui n'est pas utilisé par exemple pour créer une pièce, ça va aller dans un autre produit. Par exemple chez Rissap, on a la partie marque, donc avec les produits, notre catalogue, toutes les pièces qu'on va retrouver aujourd'hui, qu'on vend dans les grands magasins, comme la veste que je porte sur moi. Et on a aussi une partie plus produit où on propose des box DIY. Et en fait, dans ces box-là, il va y avoir des chutes de vêtements qui sont issues de la prod, qui vont permettre à la personne qui l'achète de créer sa propre pièce upcycling. Donc la box fait partie aussi, c'est aussi un produit qui nous permet de revaloriser un maximum de vêtements. Ok. On dit souvent que de la contrainte naît la créativité. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Qu'est-ce qu'on entend aussi par là ? Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord que de la contrainte naît la créativité. Après, je pense qu'il y a aussi énormément de choses qui alimentent la créativité, forcément. Ce que je te disais tout à l'heure, chez Rissap, nous, notre contrainte principale, c'est de travailler uniquement avec des vêtements de seconde main. De ce fait, c'est-à-dire qu'on va avoir des pièces vraiment très, très, très différentes à chaque fois, entre guillemets. On va devoir se réadapter à chaque fois. Et parfois, le fait qu'on se réadapte à une pièce, ça va nous donner des nouvelles idées sur un autre produit. Sur énormément de choses. Après, nous, entre guillemets, on traîne beaucoup en centre de tri ou des choses comme ça. Le fait de voir toutes ces pièces uniques, ça va aussi alimenter beaucoup notre créativité. Mais je pense que oui, la contrainte, ça alimente la créativité. En fait, ça ouvre des nouvelles portes. Ça nous amène sur des chemins auxquels on n'aurait pas pensé en premier lieu. Donc avec Rissap, c'est ce que tu viens d'expliquer, vous utilisez ce qui existe déjà, vous faites de l'upcycling, et on pourrait se demander si c'est pas peut-être la meilleure solution pour trouver cet équilibre entre créativité et durabilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que c'est vrai que c'est différent de quand on produit un vêtement neuf, quand on utilise de la matière neuve. Est-ce que pour être très créatif, il faut avoir ce côté d'utiliser des matières déjà existantes ? J'aimerais bien avoir ton point de vue ou comparer peut-être ces deux processus entre le neuf ou ce qui existe déjà. Ouais, je vais te dire oui, parce que je fais de l'upcycling, mais je pense que c'est pas uniquement, il n'y a pas que dans l'upcycling qu'on va trouver la forme suprême de créativité, mais c'est vrai que l'upcycling, c'est vraiment, où il y a vraiment énormément de créativité du fait qu'on part de l'existant, du fait qu'à chaque fois, il va falloir se réinventer, à chaque fois, il va falloir faire de nouvelles choses. Et je pense que dans l'essence même de l'upcycling, c'est-à-dire prendre ce qui existe déjà, le transformer pour lui redonner une nouvelle vie, etc. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la durabilité. C'est vraiment ce qui permet d'allonger la durée de vie du produit et en parallèle, forcément, ne pas produire de nouvelles matières. Et on sait que c'est vraiment la production de nouvelles matières qui a un impact, qui est vraiment désastreux pour la planète, quoi. Et de façon générale, c'est vrai que être éco-responsable, c'est forcément une contrainte aussi, puisqu'il faut respecter un cahier des charges qu'on s'impose. Alors chaque marque va avoir aussi son propre cahier des charges, mais disons quand même qu'il y a des choses assez communes sur les matières, comment on fait fabriquer. Il y a quand même un cahier des charges assez commun. Comment on contourne cette contrainte-là pour en faire une force ? De façon générale, pas seulement sur l'upcycling, mais j'aimerais bien t'entendre sur le textile un peu plus largement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour toutes les nouvelles marques, et ça c'est vraiment très personnel, je pense que c'est impossible de lancer une nouvelle marque sans penser à tout ce côté éco-responsabilité. Je pense que ça doit faire partie de l'ADN de toutes les marques, parce qu'on ne peut pas continuer à consommer de la manière dont on consomme. Pour moi, ça devient vraiment lunaire aujourd'hui de faire ça. Donc pour moi, quand ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque, c'est
plus une contrainte en fait. C'est un mode de fonctionnement. C'est comme les marques aujourd'hui, enfin comme certaines marques non responsables vont produire de manière, de n'importe comment. Les marques responsables, elles, c'est dans leur ADN et ça c'est pas une contrainte en soi. Je sais pas comment l'expliquer. C'est, par exemple, chez Rissap, travailler sur la seconde main, devoir s'adapter, etc. C'est pas perçu comme une contrainte. Au contraire, c'est le jeu, c'est ce qui nous amuse, c'est ce qu'on aime faire, c'est tout ça quoi. C'est, je sais pas si. Ça c'est pour les marques qui se créent sur ces valeurs-là et sur les marques déjà existantes, par exemple. Ça me fait penser. Alors sur les marques déjà existantes, ça me fait penser à je sais même plus où est-ce que j'ai entendu ça, qui disait que c'est facile pour les nouvelles marques d'arriver avec leurs grands chevaux sur la durabilité parce qu'on s'est construit autour de ça. C'est vraiment notre ADN. Par contre, pour les grosses machines, c'est limite. Il faudrait qu'ils arrêtent tout et recommencent une nouvelle marque pour pouvoir vraiment produire correctement. Mais moi, je pense que ces marques-là peuvent aujourd'hui, déjà, c'est peut-être bête de dire ça, mais peuvent prendre exemple sur des petites marques, regarder comment elles fonctionnent, limite les questionner, leur demander comment vous arrivez à faire ça, comment vous faites ça, pourquoi vous faites ça, etc. Pour pouvoir, eux, se remettre en question et pouvoir aussi changer certains process petit à petit. Je sais que c'est des grosses machines. C'est très compliqué de bouger des grosses machines, mais il y a énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, ça bouge énormément. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir des très grosses marques se mettre le pas vers l'éco-responsabilité, vers la durabilité. Mais c'est petit à petit. Et je sais que personnellement, je suis convaincue que c'est possible. Et je suis convaincue que petites, nouvelles, anciennes, grandes, petites, toutes ces marques-là, on peut travailler main dans la main vers une mode beaucoup plus responsable. Vous travaillez avec Levi's, par exemple. Exactement, on a travaillé avec Levi's, là, on a sorti une collaboration fin d'année 2021. L'idée de la collaboration, c'était de travailler autour de la revalorisation de leurs pièces. Donc ils ont créé un nouvel espace dans leur boutique des Champs où les personnes peuvent venir déposer leurs anciens jeans pour que ces anciens jeans soient revalorisés. Et moi, je trouve l'initiative géniale. Vraiment, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment, quand ils sont venus vers nous pour nous demander ce que ça vous tente de travailler sur ce projet-là, on n'a pas hésité une seule seconde. Mais c'est vrai que, vu comme ça, on peut se dire Levi's, c'est une grosse machine, ça pollue, etc. C'est vrai, mais il y a des choses qui se font petit à petit. Et je sais qu'on va y arriver, petit à petit. Bien sûr. Après, c'est pas aussi, on pourrait se demander si c'est pas une solution de simplicité, de continuer à produire, mais de se débarrasser un peu du surplus en se disant on fait appel à quelqu'un qui va transformer pas ces déchets, mais disons tout ce qu'on a produit en quelque chose de neuf. Je sais pas quelle est. On dérive un peu de la thématique créativité et durabilité, mais pour avoir ton avis sur ce sujet-là. On peut le penser. Moi, je pense, comme ce que je te disais tout à l'heure, que c'est petit à petit, étape par étape, qu'on va arriver à faire des choses. Du jour au lendemain, Levi's ne veut pas... dans les faits, il pourrait, mais économiquement parlant, et en fait, en prenant le système dans la problématique dans sa globalité, ils peuvent pas arrêter du jour au lendemain de produire comme ils produisent et pas trouver devenir éco-responsable comme ça. Moi, je pense que c'est petit à petit, en faisant des tests, en faisant par exemple limite la collaboration avec Rissap, en faisant ces genres de choses-là, en créant des lieux comme ils ont pu le faire sur la boutique des Champs-Élysées, qu'on va arriver à créer un nouveau système, une nouvelle façon de consommer, quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vraiment petit à petit que, par exemple, pour le coup, la marque Levi's pourra vraiment devenir plus responsable qu'elle l'est aujourd'hui. Une façon, finalement, c'est de faire appel à des jeunes marques créatives pour devenir plus éco-responsables, quoi. C'est une des solutions. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a énormément, mais une des solutions, ça peut être vraiment collaborer avec des marques pour qui l'ADN et de produire sainement. Okay. Et comment on peut repenser, là encore une fois, de façon très générale, sans se focaliser uniquement sur l'upcycling, mais comment repenser la créativité pour mieux répondre aux enjeux de durabilité ? Alors,
Je suis pas sûre d'avoir compris la question. En gros, c'est de savoir comment on repense un peu cette créativité. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose des questions sur là où elle s'arrête? Est-ce qu'on doit laisser vraiment libre cours à toute sa créativité? Parce qu'il y a quand même cet enjeu de durabilité auquel il faut répondre. Donc, comment on repense sur toute la filière, la créativité, pour quand même rester dans cette case de durabilité, d'éco-responsabilité. Après, on va le détailler, on va y revenir aussi sur 2 autres questions, sur la production, faire des collections, sur les basiques, mais déjà, de façon générale, comment on combine les deux? Je pense déjà, dans le secteur dans lequel on évolue, la mode, je pense que la créativité et avoir des pièces qui sortent, entre guillemets, enfin des choses qui se renouvellent, des choses nouvelles en permanence, parce que la créativité, c'est associé à la nouveauté. Je pense que c'est l'essence même de la mode. Donc pour moi, la créativité, c'est un outil. C'est un outil qui devrait être mis à profit, justement, de la durabilité. Donc la limiter, je ne pense pas, mais qu'elle rentre toujours dans le cadre, enfin qu'elle soit toujours cadrée par la durabilité, oui, mais pas forcément la limiter. En soi, ça la limite le fait qu'elle rentre dans le cadre de la durabilité, mais je pense que. Mais on peut se permettre quand même encore plein de choses. C'est pas non plus faire tous la même chose. Enfin, on peut encore se permettre. Nous, on le voit aussi avec vos pièces qui sont très très créative d'un point de vue stylistique. Vous permettez énormément de choses. Complètement. Je pense que vraiment on peut vraiment se permettre énormément de choses, toujours en restant dans le cadre de la durabilité. Je pense que c'est pas les deux termes ne sont pas pour moi antinomiques. Et c'est vrai qu'on associe souvent la mode durable aux basiques, ou en tout cas aux vêtements qui vont pas se démoder, aux vêtements qu'on va porter très longtemps, qui vont traverser les styles, qui vont traverser les époques, qui vont traverser les modes. Mais quand on crée des vêtements plus originaux, qu'on laisse exprimer cette créativité justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on finisse par ne plus les porter, par s'enlacer parce que c'est plus nous, parce que on a changé, parce que on évolue, notre style évolue aussi, le temps de se trouver, de se chercher. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est marrant, ça me fait penser au tout début de RISAP, quand on vendait nos pièces dans une petite boutique du Marais, et j'avais rencontré une cliente, on lui avait montré des pièces, donc on faisait pas mal de patchwork sur les pantalons, etc. Et donc nous, on était là, oui, c'est nouveau, brand new, c'est génial, etc. Et elle est venue, elle nous a dit, ah, c'est génial, ça me fait penser à ma jeunesse. Et en fait, tout le monde le sait, la mode c'est cyclique et tout revient. Donc pour moi, j'ai pas du tout peur du fait que un jour on se lasse de son pantalon, mais en fait tout va revenir à la mode. Donc pour moi, il n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas de sujet là-dessus. On peut se renouveler tout en continuant à rester hyper créatif. Les vêtements en soi, ils se déconstruisent, ils se reconstruisent, etc. Donc pour moi, il y aura pas de sujet entre guillemets sur les pièces ultra créatives. On les met plus aujourd'hui, on les mettra demain. Ou ce que tu veux dire aussi, c'est qu'on peut vous les rapporter pour en refaire une nouvelle ou ce genre de choses. Complètement. Ok. En fait, pour moi, il y a vraiment une boucle à créer. Et quand cette boucle-là sera créée, il n'y aura vraiment pas de sujet sur le fait de pouvoir créer des nouvelles pièces encore plus créatives. En circuit fermé, quoi. Exactement. Ouais. Donc pour toi, il n'y a vraiment pas de limite du tout à la créativité pour respecter une certaine durabilité. Pour moi, il n'y a pas de limite. Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire, il y a des pièces. Moi, j'ai acheté peut-être quand j'avais 15 ans. Enfin bon, après, au-delà de la taille ou ce genre de choses, le style en lui-même, parce que c'était bariolé, parce que c'était. C'est des choses que je peux plus mettre aujourd'hui, alors qu'un jean classique, un t-shirt blanc, c'est des choses qu'on va garder toute notre vie s'ils sont bien faits, s'ils sont dans des matières durables. Enfin voilà, il y a toutes ces contraintes-là aussi, mais donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que il y a pas quand même une petite limite? Je vois ce que tu veux dire, mais après, c'est dans le sens où aujourd'hui, toi, tu te sens plus de porter ces pièces-là. Mais en soi, tu pourrais, mais c'est vraiment propre à chacun, en fait. Ce serait vraiment propre à chacun. C'est propre au style de chacun. Et pour moi, il n'y a vraiment aucune règle
Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune règle dans la mode. Et c'est vraiment si la pièce en soi, tu la considères comme un intemporel, c'est ton intemporel à toi. Oui, c'est vrai que les basiques, finalement, enfin, mon basique à moi, ce sera pas forcément le basique de la personne d'à côté ou ce genre de choses. Exactement. C'est vrai. Chacun a ses propres définitions, tu as raison. Un autre aspect aussi, c'est vrai que la créativité s'exprime à travers des collections, à travers les nouvelles collections, quand on voit de nouvelles pièces apparaître. Or aujourd'hui, on le sait, pour cocher la case d'une mode durable, d'une mode éco-responsable, il faut beaucoup moins produire, que ce soit des vêtements, des matières, des tissus, enfin sur toute la chaîne de production. Donc, comment on combine les deux d'un point de vue très peut-être styliste, ou comment on parvient à ne pas être frustré et à laisser exprimer sa créativité, tout en ayant conscience que si on veut arrêter de polluer la planète, eh ben, il faut drastiquement diminuer la production de vêtements, quoi. Bah, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de collections à l'année. Ça, c'est un fait. Du coup, quand on crée des collections à, je dirais, moins de collections, je pense même le fait, les collections aujourd'hui, comment elles sont faites, il y en a beaucoup trop, et c'est même plus une question de créativité, c'est même plus une question de oui, je vais être frustrée en tant que styliste si je crée pas 16 collections l'année. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est trop. Je pense que clairement, on peut diminuer et revenir à trois collections à l'année, même 3-4, voilà, collections à l'année, sans être ultra frustré par ah non, j'ai pas produit de nouvelles pièces. Sincèrement, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de sujet sur la créativité avec le nombre de collections aujourd'hui qu'il y a. C'est vraiment plus du business que de la frustration créative sur la question. Vous, ça vous prend combien de temps pour créer, pour imaginer une nouvelle pièce, pour laisser exprimer cette créativité? Je pense qu'on en a bien. Enfin, ça dépend. Nous, on a vraiment. La marque, elle a aujourd'hui un peu plus d'1 an et demi. On a créé trois catalogues. 3 catalogues produits. Au total, on a plus d'une vingtaine de pièces sur l'ensemble des catalogues. Pour faire tout ça, donc 3, on a mis le premier catalogue, on a mis pour le développer 6 mois. Et dans un catalogue, il y a combien de pièces? Dans un catalogue, il va y avoir une quinzaine de pièces. Donc 6 mois après, pour imaginer une quinzaine de pièces. Ouais. Ok, on voit qu'on est loin des rythmes aujourd'hui de marques plus classiques. Est-ce que c'est aussi ça, la solution, c'est de ralentir? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le rythme imposé, finalement, tue la créativité, quoi. Je pense que c'est une question, vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Trop peu, ça peut nuire. Trop, ça nuit aussi, quoi. Ça va vraiment dans les deux sens, les deux extrêmes. De manière générale, de toute façon, les extrêmes, ce n'est jamais très bon. Donc, l'excès et le trop peu peut aussi nuire à la créativité. Ça dépend pour qui le trop peu, parce qu'il y a des personnes qui vraiment aiment porter des basiques, et que pour eux, changer simplement un col, etc., c'est une forme de créativité, et ça, c'est génial aussi. Chacun sa forme de créativité. Mais je pense que c'est vraiment une question d'équilibre pour tous, quoi, à chaque fois. Vous, comment vous estimez la créativité au sein de RISAP? Vous avez votre définition. Comment vous estimez qu'une pièce est suffisamment créative ou... C'est marrant cette question. Pas forcément évidente, je suis désolée. Je pense qu'on s'est jamais vraiment posé la question. Vraiment, qu'on voit une pièce, on se dit ah, celle-ci, c'est bon, elle est super créative. On s'est jamais vraiment posé la question. Mais c'est plus j'ai jamais vu ce style-là avant. J'ai jamais vu ça autre part. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent voir une pièce RISAP et se dire ah, mais j'ai vraiment jamais vu ça avant. Et je pense qu'en interne, chez nous, c'est le même procédé, le même processus. C'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de plagiat aujourd'hui, notamment la fast fashion ou l'ultra fast fashion, les Shein, les Boo, qui vont piquer des idées à de jeunes créateurs. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé. Alors...
on n'a rien inventé dans l'upcycling. Vraiment, ça existe depuis la nuit des temps, sans exagérer, on n'a rien inventé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une vague de vêtements patchwork, bicolore, des choses comme ça, où nous, on a été vraiment un peu... très très surprise en voyant ça sur les sites Woo, Shein. Même pour l'anecdote, un jour, une de mes petites cousines qui a un vrai problème avec la fast fashion arrive chez moi et je la vois avec un super jean bicolore et là je me dis c'est bon, j'ai réussi à la convaincre, bravo Daphné et tout. Je lui dis il est super ton pantalon, tu l'as acheté où? Elle me dit c'est un Shein. J'ai dit comment ça? Enfin, moi j'étais vraiment super surprise et vraiment c'est vrai que c'est très compliqué avec ces marques-là de pouvoir vraiment rester, entre guillemets, très créatif et très exclusif, etc. Parce que dès qu'elles voient une belle opportunité, hop, elles copient. Mais je pense qu'il faut pas qu'on se limite à ça, quoi. Faut vraiment qu'on continue à pousser des nouvelles choses en permanence. Et de toute façon, on copie uniquement les gens qui sont devant nous. Donc vraiment... Elle tue, selon toi, la créativité, ces marques-là? Je pense pas. Je pense pas qu'elles tuent la créativité puisqu'elles n'en font aucune. Enfin, elles font rien. Et la créativité, pour moi, la créativité, c'est se renouveler, c'est être en permanence dans un processus d'innovation, chercher la nouveauté, chercher de vraiment toujours aller plus loin en avant. Ces marques-là, elles font que copier en soi. Donc elles copient ce qu'elles voient et en fait ceux qui font continueront à faire en fait. Donc elles tuent pas la créativité, elles vont peut-être tuer des business, vont peut-être tuer vraiment plus le côté certains modèles économiques, etc. Mais la créativité, je pense pas qu'elles pourront la tuer. Oui, pour toi, en fait, ces marques-là, qui d'une part ne sont pas du tout éco-responsables, ne sont en plus pas du tout créatives. Non. Donc les deux, on peut d'ailleurs se demander si justement des vêtements très créatifs, c'est justement pas ça aussi l'éco-responsabilité, parce que ce sont des pièces pratiquement uniques qui ont pris le temps d'être fabriquées, qu'on n'a pas fabriquées à la chaîne en 10 000, 20 000, 100 000 exemplaires, et que finalement, voilà, il y en a peu, elles sont bien faites. C'est ça. En plus, pour le coup, le pantalon, pour revenir à l'histoire de ma cousine, pour le coup, le pantalon bicolore qu'elle a, il y a sûrement des milliers d'autres jeunes filles qui l'ont aussi. Mais par contre, quand on achète des vraies pièces d'upcycling, pour le coup, les pièces RISAP, chaque pièce est unique du fait de la matière première, puisque toutes les matières premières sont différentes parce que ce sont des pièces de seconde main. Toutes les pièces qu'on fait, même si on achète par exemple la veste Anne-Claire, ma veste Anne-Claire ne sera pas la même veste Anne-Claire que tu pourras acheter. Parce que les patchworks seront forcément différents. Donc on garde quand même ce côté ultra exclusif, ce côté ultra unique grâce à notre ADN, grâce à notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est pour copier, faut être responsable. Oui. Et d'ailleurs, là, je fais un pas de côté, mais t'en as discuté avec ta petite cousine de pourquoi elle avait opté pour Shein et pas pour RISAP? Budget. Le budget. C'était l'unique raison. C'était vraiment l'unique raison. L'unique raison. Elle m'a dit mais j'aime trop ce que vous faites, mais j'ai pas les moyens. Je lui ai dit t'inquiète. Et ça, comment tu l'as pris, comment tu l'as analysé, qu'est-ce que tu en as ressorti de cet échange-là? C'était pas la première fois qu'on me disait ça, c'était pas la première fois qu'on me disait que vos pièces sont superbes, mais pour l'instant c'est très compliqué, sachant que chez RISAP notre mission et vraiment c'est un de nos objectifs, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'upcycling, c'est-à-dire le rendre accessible à tous, et forcément rendre quelque chose accessible à tous, ça passe par le prix. C'est vrai qu'on n'a pas des prix excessif pour de l'upcycling. Vraiment, on essaye un maximum. L'idée, c'est vraiment de s'aligner justement sur le prix de marques comme Zara ou Mango, etc. et pour pouvoir proposer une vraie alternative. Parce que si on ne propose pas de vraie alternative abordable, ça sert strictement à rien, pour nous en tout cas, dans notre mission de démocratisation. Et on travaille sur ce sujet-là pour pouvoir proposer encore plus de pièces. Mais c'est vrai que parfois, c'est très compliqué, c'est très limité. On est limité forcément par les coûts qu'on a, nous, à avancer, etc. Et aussi, il faut que
que tout le monde comprenne, notamment ma petite cousine, elle va me tuer, mais que tout le monde comprenne que le prix d'un vêtement, c'est pas le prix auquel il achète sur Chine, sur Boo, etc. Et ça, c'est vraiment un travail entre guillemets d'éducation. C'est vraiment, ça va prendre du temps, c'est long, etc. Mais petit à petit, je suis persuadée qu'on va réussir à faire rentrer que un jean, ça vaut pas 20 balles, quoi. C'est pas 20 euros. Et tu vois, ça me fait penser aussi peut-être à une autre question sur l'accessibilité, parce que finalement, la créativité, c'est un coût. La vraie créativité, il faut payer la personne qui a imaginé le vêtement, qui a pris le temps que ça sorte de sa tête, que ça soit dessiné. Comment on... je sais pas, tu as peut-être un petit peu déjà répondu, mais comment rendre cette créativité plus accessible ? Créativité aussi éco-responsable, quoi, je veux dire, plus accessible. C'est-à-dire le fait de... C'est-à-dire en gros, c'est vrai que forcément, la créativité, ça va coûter plus... Un vêtement qui est créatif, comme le vôtre, ça coûte plus cher. Comment on le rend plus accessible ? Est-ce que ça va passer par l'éducation ? Est-ce que ça va passer par des matières, faire des compromis ? Est-ce que... pour moi... je pense que l'accessibilité vraiment en tout cas sur notre cible, elle passe forcément par le portefeuille, malheureusement. Mais du coup, en parallèle de ça, il faut que les personnes comprennent pourquoi le vêtement coûte entre guillemets aussi cher pour eux. Et pourquoi il coûte aussi cher ? Tout ça, c'est de l'éducation, c'est leur expliquer comment est fait le vêtement, où est-ce qu'il est fait, vraiment expliquer tout le processus de production du vêtement. Et créatif et de production, en fait. Créatif et de production, exactement. Donc tout ça, ça fait partie justement de ce qui va permettre en tout cas de rendre le produit plus accessible. Et alors peut-être pour une question de conclusion, et puis on gardera du temps pour les questions si vous en avez après. Donc le titre de la conférence, c'était « Créativité et durabilité, trouver l'équilibre ». Comment, vous avez trouvé votre équilibre entre les deux ? Je pense que notre équilibre, il s'est trouvé, entre guillemets, très facilement, dans le sens où la créativité et la durabilité ont toujours, entre guillemets, travaillé main dans la main chez RISAP. On a toujours utilisé la créativité au profit de la durabilité. On travaille avec des vêtements de seconde main. Comment rendre ces vêtements de seconde main-là attractifs pour ensuite les mettre en vente ? C'est vraiment, pour moi, les deux ont toujours fonctionné ensemble chez RISAP. Et c'est pour ça que je pense qu'on trouve facilement, pour nous, l'équilibre. On ne les dissocie même pas, en fait. Ça va ensemble. Et tu penses que ça peut être le cas pour chaque propre marque Complètement. Okay. Complètement. Je pense que ça peut être le cas. Je pense que penser un vêtement aujourd'hui, ça peut pas être, on peut pas le penser sans la notion de durabilité. Donc, et sachant que un nouveau vêtement, le fait de nouveau, ça amène à la créativité. Je pense que le tout va ensemble en fait. Ouais. C'est des choses qui vont de pair aujourd'hui. C'est vraiment impensable de voir l'un sans l'autre. Oui, c'est pas l'un ou l'autre ou finalement trouver un équilibre. Non. C'est que de toute façon, intrinsèquement, on est obligé d'avoir ces deux notions-là en tête, quoi. Complètement. Ok, donc il n'y a pas de contraintes, pas de limites. Pas de contraintes, tout est possible. Tout est possible. Foncez, créer des nouvelles marques durables. Très bien. On en a besoin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Daphné ? Je vais me déplacer peut-être avec mon micro, sauf s'il y en a un troisième qui peut circuler. Non, c'est pas grave. Je vais. Alors, je sais pas si c'est très Covid, mais bon. Bonjour. Alors j'ai plusieurs questions, j'ai noté beaucoup de choses. Je voudrais savoir du coup entre la créativité et la durabilité, j'ai très peu entendu le mot conception pendant cette discussion. Qu'est-ce que vous pensez de la conception ? Est-ce que la conception peut aider la créativité et la durabilité ? Est-ce que justement c'est pas ça qui peut permettre à la créativité d'être durable ? Alors qu'est-ce que tu mets derrière le mot conception ? Alors pour moi, la créativité, ça va être le côté mode, etc., donc du vêtement. Et la conception, c'est comment on fabrique un vêtement, quelles sont les finitions, l'emplacement d'un bouton pression. Est-ce que du coup, c'est utile de mettre un bouton pression à cet endroit-là ? Est-ce que poser un rivet va rendre le vêtement du coup moins facilement recyclable ?
quelle fourniture on va utiliser, quel thermocollant on va utiliser, vraiment la conception, le côté technique du vêtement. Okay. J'ai pas vraiment entendu ce genre de mots pendant la discussion et je pense que la conception est très importante pour la durabilité du vêtement. Ok. Pour moi, quand je parle de créativité, y a la conception qui vient dedans en fait. C'est-à-dire que quand dans le processus, donc on va concevoir le vêtement, on va en prendre en considération toutes ces notions-là. On va penser le vêtement, on va le dessiner, etc. On va penser à un design et derrière quand on va le concevoir, forcément les questions de est-ce que ici je mets un bouton de pression, est-ce que derrière je pourrais vraiment recycler le vêtement, est-ce que ici je mets ci, est-ce que ici je mets ça, ça fait partie justement du processus de créatif, puisqu'au final quand on va modifier certains éléments-là, la pièce derrière ne sera plus du tout la même. Je sais pas si je réponds correctement à ta question, mais dans l'idée c'est que la partie conception fait partie justement de la créativité du produit. Parce que derrière, ce qu'on va dessiner et après ce qu'on va concevoir, ça va pas forcément être exactement la même chose. Il va y avoir toutes ces étapes-là et toutes ces étapes-là font partie du processus créatif. Je dissocie pas le fait de dire j'ai dessiné ça entre guillemets, on a dessiné ça avec RISAP, il faut absolument que ce soit ça qui soit produit. Non, on a dessiné ça, qu'est-ce qu'on a devant nous? Et on a tant de jeans comme ci, tant de jeans comme ça, on a ça, on a ci. Ah ici comment on ferme le bouton? OK, on va le fermer comme ça. Au final, ce qu'on va dessiner et ce qui va être conçu concrètement, ça va pas forcément être la même chose. Et tout ça pour moi, ça fait partie du processus créatif. Et du coup, vu que vous travaillez avec des pièces déjà donc achetées en centre de tri, donc déjà conçues, etc., qui n'ont pas forcément les poches au même endroit, les zips au même endroit, ou peut-être au contraire des braguettes avec des boutons et autres, est-ce que vous arrivez à avoir suffisamment de pièces d'un même design pour arriver à faire votre pièce finale, ou est-ce que vous êtes obligé de jongler entre une veste en jean, un short, d'autres vêtements en jean pour arriver à faire typiquement une veste Anne Claire? Alors vraiment, pour le coup, nous, on va vraiment prendre ce qu'on va trouver et dedans, on va essayer de revaloriser un maximum avec avec le modèle qu'on veut faire. Par exemple, si on a un short en jean de telle couleur, derrière, le lendemain, on a une robe en jean, etc. Pour faire la veste Anne Claire, pour nous, il n'y aura pas de problème là-dessus. Je sais pas si c'était ça la question non plus. Moi, ce que j'ai compris, c'est à partir de ce qu'on va récolter, est-ce qu'on pourra faire toutes nos pièces? C'est ça. Mais en gros, quel est le pourcentage de ce que vous achetez qui va être réutilisé pour ce modèle-là? Est-ce que vous avez beaucoup de vêtements que vous êtes obligé de mettre de côté? Alors nous, on essaie de revaloriser vraiment tout. C'est-à-dire que sur tout ce qu'on va acheter, on va tout utiliser. Tout utiliser. En tout cas, on va essayer d'utiliser à 100% ce qu'on va acheter. Parce que même si on va utiliser une partie, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jean. Sur un jean, on va prendre un jean, on va déconstruire, on va utiliser une partie du jean pour créer une veste Anne Claire. Il va rester des chutes, ces chutes-là pourront aller dans une box. Il va rester des boutons, c'est des boutons qu'on pourra réutiliser pour réparer un autre pantalon. C'est vraiment revaloriser un maximum la matière. Du coup, votre production, elle est parfois à l'arrêt sur certaines pièces parce que dans ce que vous avez acheté dans votre balle au centre de tri, il va y avoir finalement que des vêtements que vous allez pouvoir réutiliser pour telle et telle pièce, mais peut-être que ce modèle-là, du coup, va devoir attendre parce que quand vous allez ouvrir votre balle, vous n'avez pas forcément ce que vous attendez. C'est ça, parfois on va être limité vraiment sur ce qu'on va pouvoir récupérer en centre de tri. On va être limité, il va y avoir des pièces qui vont être out of stock pendant un moment parce que justement on ne trouve pas la bonne matière, on ne trouve pas le bon sweat, on ne trouve pas exactement ce qu'il faudrait pour être revendu. Bonjour. J'ai une question. Bonjour. En fait, c'est plus par rapport aux usines et à la production. Je suis curieuse parce que évidemment, c'est un nouveau modèle. Les usines, elles ont l'habitude de recevoir des rouleaux de tissu, de faire de la découpe, peut-être en tas de tissu, etc. Donc, c'est des processus qui sont complètement nouveaux. Vous avez trouvé facilement ces usines. Comment elles fonctionnent? Comment elles réagissent? Quelle est la relation que vous devez avoir avec elles? Alors, nous, on fait produire en grande partie en interne, donc avec nos propres équipes. Et là, nous, on a créé nos propres process. Par contre, c'est vrai qu'on va travailler avec des ateliers d'insertion. Et là, avec ces ateliers-là, nous, dans l'idée, c'est qu'on va essayer de leur faciliter un maximum le travail. On va aller dans ces ateliers-là, on va leur expliquer ce qu'on veut, on va leur montrer les protos, on va vraiment faire un travail avec eux pour avoir nos produits comme on le veut. C'est vraiment un travail
entre guillemets, je dis pas d'éducation parce que c'est pas le cas, mais c'est vraiment formation. Voilà, formation et un échange avec nos partenaires. Et vous avez essayé de trouver des usines en fait pour produire avec peut-être des capacités de production un peu plus grandes. C'est en cours. Ouais. C'est en cours. Ouais, et comment ils réagissent? Ils n'ont pas l'habitude. Enfin, il y en a pas beaucoup qui ont ce business model. Est-ce qu'ils sont capables Est-ce qu'ils ont le désir de se développer, de changer leur... après, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. En soi, c'est du cas par cas. Et c'est plus le côté... En soi, le côté le plus qui leur fait un peu peur, c'est vraiment... partir du vêtement. Nous, on part vraiment pas de tissu avant, on part du vêtement. Donc, ça crée des nouvelles étapes et c'est des étapes que eux n'ont pas forcément dans leurs usines. C'est-à-dire qu'il y a une étape de découpe, de préparation de matière, etc., qui n'ont pas et que c'est des nouvelles étapes à créer. Donc, c'est des frais, donc c'est des nouvelles choses à faire. Donc, c'est des discussions qui sont ouvertes avec ces usines-là et j'espère qu'on pourra conclure très rapidement sur des belles choses. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi j'avais une question par rapport en fait aux matières que vous utilisez. Donc vous avez dit que vous reprenez en fait tous les vêtements sans vraiment regarder la matière et vous attarder sur si c'est une matière naturelle ou chimique. Et du coup la durabilité des produits que vous allez créer derrière avec ces vêtements déjà existants. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que si je prends un t-shirt 100% coton pour lui redonner une deuxième vie, c'est pas mieux que de prendre un t-shirt qui a, je sais pas, 60% de coton mais 40% de matière chimique. Est-ce que dans votre modèle de marque, vous vous êtes posé ces questions-là sur les matières que vous utilisez? Du coup, j'affine la réponse de tout à l'heure. Nous, quand on se présente en centre de tri, on va leur dire je veux du jean. Donc, ce qui se passe, généralement, on essaye de prendre des balles de jeans en termes de qualité qui vont pas pouvoir être revendues en l'état. Donc, ça va être des jeans troués, des jeans tachés, etc. Donc, on va leur dire, je veux du jean comme ça, etc. On va récupérer ces balles-là et on peut parfois leur demander à avoir, par exemple, du jean 100% coton, 100%, avoir des spécificités sur le jean, ce qui va augmenter forcément le coût de la matière en soi qu'on va acheter. Et dans l'idée, si ça augmente le coût de la matière, ça augmente le coût du vêtement final. Et c'est pas l'idée de RISAP, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pouvoir démocratiser et rendre le produit accessible. Donc quand on se présente en centre de tri, on va acheter juste une balle de jean et on va pas, entre guillemets, se poser la question de il faut absolument qu'il y ait 100% de coton ou il faut 80% de coton ou machin, etc. Nous, on va recevoir, et souvent déjà, on a des très belles surprises, on va tout recevoir, et quand on déballe tout ça, on refait un tri en interne, et avec ce tri-là, on répartit en fonction du produit final qu'on veut créer dans notre modèle. Et la question justement de la durabilité de la pièce selon sa matière, par exemple, on va plus mettre des vêtements, des pièces entre guillemets des pièces entre guillemets non responsables avec des matières peu responsables. On va plus les utiliser par exemple dans des ateliers où l'objectif final n'est pas forcément de porter une veste mais de pratiquer l'upcycling. On va le mettre dans une box où l'objectif final n'est pas forcément de porter une pièce upcycling, mais de pratiquer l'upcycling, de se dire en fait il y a d'autres moyens de consommer la mode, il y a d'autres moyens de voir la mode. Mais par contre, c'est vrai qu'on va privilégier les pièces de bonne qualité pour notre catalogue, nos pièces produites. Merci. Je t'en prie. Excusez-moi, j'ai encore une question du coup pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que en fait c'est votre offre de tissu que vous recevez, donc de jeans, puisque ce sont que des balles, qui adapte la production. Mais du coup, la production ne s'adapte pas à la demande ? Est-ce que, typiquement, si vous avez beaucoup de chutes à mettre dans les box, mais très peu, admettons, pour faire une veste, mais qu'il y a une demande forte dans les vestes, mais peu dans la box, en fait, comment vous vous adaptez à la demande du client final ? En soi, je veux dire que nous, on essaie de toujours, dans une production normale, on essaie toujours d'avoir un stock de pièces. Donc, on va acheter nos balles en fonction de la demande. Donc, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais on va jamais avoir trop ou trop peu de vêtements. J'ai pas compris la question.
De vêtements adaptés en fait. Là je pense typiquement c'est vraiment la mode depuis quelques années aux jeans troués de partout. Donc en gros il n'y a que le dos qui est réutilisable pour des grosses pièces de découpe. Donc en fait sur le devant du jean vous allez avoir quasiment que des chutes. Donc si vous avez une grosse demande de jeans bicolores ou sur les vestes avec donc des gros aplats de matière, comment vous allez faire si vous récupérez dans votre balle beaucoup de jeans à trous? Ah ouais, ok. Donc vous avez un énorme stock pour pouvoir garder toutes les pièces de côté pendant que vous fournissez la demande, ou comment vous faites? Vous avez un espace de stockage? Ouais, on a un espace de stockage et en fait, vraiment, faut vraiment voir les balles de jeans. Enfin, c'est vraiment énormément de jeans. Donc, par exemple, quand je dis qu'il y a des jeans troués, etc., ça va représenter, je pense, 2%. Quand je dis troué pour le style, troué pour le style, ça va repousser 2% de la balle. Après, il va y avoir des jeans troués, mais troués par l'usage. Ça va représenter beaucoup plus. Mais on peut quand même revaloriser toutes ces pièces-là. Et c'est pas non plus, c'est pas bloquant en soi d'avoir des jeans troués, tout ça. Mais en plus, par exemple, vous faites des mélanges, c'est-à-dire qu'il y avait une collection où vous avez rajouté du tissu pour les fêtes pailletées. Enfin, j'imagine que ça aussi, ça permet de combler les trous si trou il y a, quoi. C'est ça. En fait, il y a pas de, dans la balle, ce qu'on va récupérer, on va pouvoir tout revaloriser et tout va pouvoir aller soit dans les pièces du catalogue, soit dans les box, soit dans les ateliers. Il n'y a pas de limite là-dessus. Et le fait de pouvoir travailler justement avec les centres de tri, ça va vraiment pas nous limiter sur la matière. Il n'y a vraiment pas de limite là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond. Je vous laisse passer le micro. Merci. Oui. Bonjour, merci déjà. J'avais une petite question concernant l'étiquetage des vêtements que vous avez confectionnés à partir de chutes ou d'upcycling. C'est ça. Du coup, nous, on va être très limité sur l'étiquetage parce que tout va dépendre de la pièce d'origine, du coup. Et l'idée, c'est que, par exemple, si on récupère un jean et qu'il n'y a plus l'étiquette, on va pas pouvoir avoir justement cette traçabilité. Donc, on va être très limité sur l'étiquetage de nos produits et on va pas pouvoir donner une information exhaustive sur la matière du produit. Parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur d'upcycling ou même de pièces chinées, quelquefois on se pose la question de comment entretenir la pièce. Alors nous, ce qu'on recommande justement pour l'entretien de nos pièces, c'est justement ne jamais laver trop, des températures trop élevées. On va se mettre sur une limite, sur un palier bas pour pouvoir être sûr de conserver un maximum l'éclat de la pièce. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la pièce. En soi, on ne sait pas exactement les compositions de chacune des pièces. Et l'idée, c'est de pouvoir garder, en mettant entre guillemets cette limite basse, on va pouvoir garder l'éclat au maximum de nos produits. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, en tout cas sur la composition et dans l'upcycling, c'est une vraie question qui mériterait d'être un peu plus étudiée parce qu'on est vraiment limité. Tout comme ce qu'on récupère, on n'a pas forcément la traçabilité de tous ces produits-là. Nous, quand on arrive en aval de tout le processus, on n'a pas la visibilité de ce qui s'est passé avec la pièce avant et d'où elle vient exactement. C'est un sujet d'actualité, c'était la conférence d'avant. Il y a la traçabilité amont, mais il y a aussi la traçabilité aval qui est encore plus compliquée, à mon avis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, il y a une question au fond. Je pense qu'on a un peu le temps encore ou... Oui, ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais du coup revenir sur l'étiquetage. Aujourd'hui, vous vendez que en France ou vous exportez? Parce que je pense que légalement, c'est impossible d'exporter un vêtement s'il n'a pas d'étiquette de composition. Donc, nous, on vend qu'en France. Okay. Pour l'instant, on est vraiment... Après, c'est vrai que l'idée, ce serait de pouvoir de faire rayonner RISAP à l'international, c'est vrai, mais on vend en France, exclusivement. Ok. Donc, c'est une vraie question, en fait, dans l'upcycling. Au final, c'est très local, parce que si on ne peut pas informer, en fait, de la composition globale du vêtement, du coup, on est bloqué légalement. Et je sais qu'on est aussi bloqué légalement sur quand on fait de l'upcycling, on peut réutiliser des marques de créateurs, par exemple. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça aussi, sur le fait que est-ce que c'est légal d'avoir encore l'étiquette, par exemple, d'une marque comme Christian Dior, etc.
Donc je voulais savoir si vous aviez plus d'infos. Est-ce que vous pouvez garder par exemple les étiquettes Levi's ou est-ce que c'est en fait de la contrefaçon entre guillemets? Nous, pour le coup, on travaille avec Levi's et c'est vrai qu'il y a énormément de normes sur justement ces étiquettes-là, sur même le design des poches. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui sont déposées et eux, en soi, ils sont en capacité d'attaquer les marques qui utilisent leurs propriétés. Donc c'est vraiment, légalement parlant, ils ont le droit d'attaquer une marque qui utilise leurs propriétés. Et juste pour rebondir sur la première partie de ta question, je pense que même exporter à l'international nos pièces, si elles sont produites en France, ce ne serait pas la logique de RISAP. À la rigueur, s'implanter à l'international et recréer un modèle RISAP dans une autre localité et créer de cette manière-là, ce serait plus logique. Parce que je pense qu'on perdrait justement le côté durable du fait l'empreinte carbone exploserait de la pièce, quoi. Je ne sais pas si je suis bien claire. Mais après, je pense qu'en Europe, il y a des façons aussi d'envoi qui sont peut-être un petit peu plus écologiques, sans parler de l'international, vraiment loin. Si on parle en termes d'Europe, je ne sais pas si on peut concevoir une marque aujourd'hui sans penser à l'exporter au moins aux pays voisins. En fait. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des manières aujourd'hui de pouvoir exporter plus sainement, mais dans ma vision des choses, quitte à reproduire, quitte à créer quitte à beaucoup exporter, je pense vaut mieux recréer un modèle. Après, c'est vraiment une vision. Hein. C'est ce que je te dis aujourd'hui, demain je te dirai autre chose, mais quitte à beaucoup exporter, sachant que le modèle est duplicable, vaut mieux pour moi dupliquer le modèle. Mais c'est une question très intéressante. J'en avais parlé avec la créatrice Kitty Martin qui fait des bijoux upcyclés et qui, elle, refuse d'exporter parce qu'elle considère que dans sa démarche engagée, elle a aussi ce devoir-là de ne pas envoyer sa boîte de bijoux dans un autre pays et donc elle ne vend qu'en France. Mais c'est une vraie question. Après, je pense pas qu'il y ait une réponse, une bonne ou une mauvaise réponse, mais c'est une question très intéressante, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois qu'on est bon. N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez lui poser des questions un peu plus tard aussi, si vous préférez, une fois que c'est terminé. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté à cet échange. Et merci beaucoup, Daphné, d'avoir répondu à mes questions et puis aux questions du public. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.